Les grands enjeux sur SO Docteur TV, bienvenue. L'on attendait cette décision qui allait tomber. L'on l'a craint pendant longtemps, voyant le retour de Donald Trump et toute sa politique que l'on connaissait. Eh bien, la hache tomba, comme on le dit le plus souvent. Voilà, donc l'USAID donc, qui est suspendu, menaçant donc beaucoup de programmes de lutte contre le sida, surtout sous les tropiques, dans les pays en Afrique subsaharienne. Pour en parler, nous allons recevoir aujourd'hui deux personnalités qui ont lutté depuis de longues années pour que les PVVIH puissent bénéficier des meilleurs soins possibles. Avec nous, Simplice Anator, vous êtes le président de la plateforme des organisations de la société civile en lutte contre le VIH, la promotion de la santé et la protection des droits humains. Bienvenue. Merci. Vous avez accepté de venir parler d'un sujet quand même qui reste tout de même délicat. Mais il n'est pas seul avec nous. Avec nous également, j'en souris parce que lui, on le connaît. C'est le franc-tireur des plateformes. Augustin Docla, vous êtes le président du réseau des associations des PVVIH. On ne vous présente plus. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Alors, notre thème, c'est à juste titre, la suspension de l'USAID approche pour sauver les programmes en cours. Mais quand on énonce le sujet comme ça, Simplice Anator, je vois votre sourire, qu'est-ce que cela suscite? Ah, vraiment. En tout cas, d'abord, merci pour cette opportunité pour nous donner, pour vraiment venir expliquer le coup de cœur que nous avons ressenti à l'annonce de cette suspension. C'est venu comme un coup d'épée qui nous est tombé sur la tête brusquement. Et là, c'est sans dire que c'est sans qu'on ne peut pas avoir d'impact là-dessus. Là, c'est incontournable. Donc, tel que c'est arrivé, c'est comme ça, nous sentons en même temps les épées. Donc, nous, acteurs de la société civile, c'est un coup dur pour nous. C'est un coup dur. Un coup dur, comme vous le dites, on aura le temps de voir un peu déjà quels sont les premiers effets ressentis au niveau des programmes qui sont en cours, au niveau des programmes de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida, et on va dire aussi les populations vulnérables, les populations clés, les femmes et les enfants. Augustin Docla, c'est vrai, c'est un coup de grâce, même on l'aurait dit, parce que de toute façon, l'on soupçonnait tout de même le retour de Trump. Oui, Ken, merci aussi pour l'opportunité. Merci pour cette possibilité de pouvoir nous exprimer là-dessus. Mais si vous le permettez, je veux d'abord dire un grand merci au peuple américain. Un grand merci au peuple américain pour avoir initié cette institution qu'est USAID. Et également qui a développé George Bush et fils, qui a développé ce plan d'urgence appelé PEPFAR, également qui est une belle initiative et qui travaille sur les humains. Et je pense que nous ne cesserons jamais de remercier le peuple américain à travers les présidents successifs pour avoir eu le courage de soutenir cette institution jusqu'à maintenant. Et cette situation, d'abord, nous ne la comprenons pas très bien. Nous ne la comprenons pas et c'est le lieu de pouvoir quand même disséquer cette décision, de pouvoir voir quels sont les côtés positifs par rapport à cette décision, s'il y en a, et quels sont les côtés négatifs ou les côtés sur lesquels nous devons quand même travailler pour pouvoir améliorer un tant soit peu. Mais notre premier mot, c'est la gratitude, c'est notre reconnaissance à l'endroit du peuple américain d'avoir initié cette belle aventure et qui vacille à cette heure-là. Mais je ne veux pas croire à la fin de cette initiative qui est USAID ou le projet PEPFAR qui a tant sauvé des vies. Derrière tous ces chiffres qu'on va rappeler tout à l'heure, ce sont des vies, ce sont des noms derrière, ce sont des familles derrière, ce sont des soulagements derrière tout cela. Merci.
Merci. Voyons déjà un peu comment est venue cette décision. Quelles peuvent être donc les répercussions probables sur les programmes déjà en cours qui soutiennent justement les causes des vulnérables, bien évidemment, dans le domaine donc, de la prise en charge surtout du VIH-Sida. Vous l'avez dit, c'est très fair-play de votre part, Augustin Docla. Revenons. Depuis des décennies, les États-Unis sont le principal financeur de la lutte contre le VIH-Sida, avec des investissements massifs dans les pays les plus touchés par l'épidémie. Cependant, avec son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, le président américain Donald Trump a émis un ordre de suspension immédiate de toute aide étrangère pour une durée de 90 jours en vue de la réévaluer avant d'annoncer la suspension totale d'une aide considérable d'entre elles. Cette décision brutale a plongé le secteur humanitaire dans l'anxiété avec un impact particulièrement violent pour la lutte contre le VIH. Des millions de personnes vivant avec le VIH, notamment en Afrique subsaharienne, ont été privées de traitements vitaux, entraînant une augmentation des infections et des décès liés au sida. Le cas le plus illustratif en est celui de l'Éthiopie. La prévalence du VIH dans la région du Tigré a plus que doublé, passant à 3% en raison des conflits et de la réduction des financements internationaux. Selon l'ONU-SIDA, les coupes budgétaires de l'USAID pourraient entraîner jusqu'à 2000 nouvelles infections quotidiennes à VIH dans le monde, avec un risque de 6,3 millions de décès supplémentaires liés au sida au cours des 4 prochaines années. Avec un budget annuel de 42,8 milliards de dollars, l'USAID, l'Agence des Nations Unies pour le développement international, représentait 42% de l'aide humanitaire mondiale. Ces réductions de financement ont également conduit à la fermeture de nombreuses cliniques et à la perte d'emplois pour de milliers de travailleurs de la santé, compromettant les progrès réalisés au cours des dernières décennies dans la lutte contre le VIH-Sida. En réponse, certains pays comme l'Australie ont redirigé des fonds pour combler particulièrement le déficit laissé par les États-Unis, mais ces efforts restent insuffisants pour compenser pleinement les coupes américaines. Privés d'aide, des millions de vies vacillent sur un fil fragile. Mais la vraie question demeure, l'humanité peut-elle se permettre de détourner le regard ? Retour donc au plateau avec vous, chers invités. Simplice Anator, je me tourne vers vous. C'est vrai que vous l'avez dit, c'est comme un coup d'épée que l'on a ressenti par rapport à cette décision, même si on s'y attendait plus ou moins, connaissant un peu la philosophie de Trump. Il avait commencé déjà lors de son dernier passage avant de revenir. Et c'est vrai, c'est arrivé comme ça. Mais quels sont en réalité les programmes déjà qui étaient financés au Togo, pour donner une idée à ceux qui nous regardent? Voilà, donc je disais merci. En matière de financement, je disais que le Togo est l'un des pays les moins financés dans la sous-région, dans la région même, je peux le dire. Oui. Donc nous avons principalement 2 grands financements qui viennent soutenir le pays. Nous avons le financement Fonds mondial, Oui. et puis le financement PEPFAR à travers l'USAID. Oui. Donc c'est vrai que le pays aussi soutient la lutte contre le VIH à travers le Conseil national de lutte qui est le SIDA, qui a eu une institution mise en place par le pays. Donc l'État est dirigé par le chef de l'État dirigé par lui-même, le chef de l'État lui-même, voilà. qui est le président. Preuve qu'en fait la lutte a été mise à un niveau très élevé dans la hiérarchie. Donc il y a quand même ce financement de l'État qui vient pour faire la lutte, mais ce n'est pas aussi suffisant, ça ne peut pas couvrir tous les besoins. C'est ça qui vient qu'on a salué le soutien de ces 2 financements-là, le Fonds mondial et le PEPFAR. Alors donc, je disais tout à l'heure qu'une grande partie du financement de la lutte est dans les mains même de l'USAID. Voilà. Parce que nous avons là des activités non seulement de prévention, nous avons des activités de prise en charge qui sont prises en compte, des activités sur l'environnement favorable, la lutte contre la stigmatisation, la discrimination, sont prises en charge par ce projet. Et
Vous avez également les médicaments, les intrants, donc qui sont supportés. Qui sont, on va dire même, disons, le nœud même, c'est-à-dire que de la lutte contre le VIH-Sida. Sans les médicaments, on ne ferait rien. Alors, c'est ce que les ARV ont pu apporter dans l'amélioration. Donc tout ça là vient en complément au financement du Fonds mondial dans le pays. Maintenant, si l'un part et l'autre reste, ça veut dire que c'est comme on ne le fait pas, on ne fait rien. C'est ça. Donc c'est ce que nous vivons présentement. C'est-à-dire que les deux doivent aller, voilà. Et quand on suspend une d'entre elles de cette aide-là, ça veut dire que quelque part, l'autre pan ne sert pas véritablement. Ne peut plus servir. Quoi qu'on fasse, il va y avoir quand même des effets qui vont se faire ressentir. Et c'est ce que nous vivons maintenant. On va voir ces effets-là à l'instant. Augustin Docla, quand on me dit que le Togo est l'un des pays sous-financés, justement, en matière de lutte contre le VIH, j'ai envie de me demander pourquoi. C'est parce que notre population n'est pas importante, ou alors peut-être le nombre des PBVIH enregistrés au Togo, le nombre n'est pas important pour qu'on puisse y consacrer, disons, une bonne part de l'aide américaine. Okay. Ou bien des aides qui sont disponibles. Ok, merci Monsieur Kenanou. Alors, comme je vais prendre par le dernier bout, nous sommes 105 000 personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo. C'est ça. Et nous sommes environ 91 000 personnes sous traitement antirétroviral au Togo. Oui. Et avec ce nombre-là, c'est déjà énormément élevé en termes de filative, en termes de personnes touchées par rapport à cela. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,6 en termes de prévalence par rapport au VIH-Sida. Oui. Alors, ce que M. Simplice disait tout à l'heure par rapport que nous sommes sous-financés, le Togo, malheureusement, n'a pas eu véritablement de bailleurs de fonds qui interviennent dans la lutte contre le VIH-Sida. Notre principal acteur, c'est le Fonds mondial qui prend à bras le corps la lutte contre le VIH-Sida. Bien sûr, l'État togolais qui est le premier pourvoyeur en termes d'apport financier et de renforcement de capacité. Mais il faut dire que c'est le Fonds mondial qui porte à bras le corps la lutte contre le VIH-Sida. Et le dernier rapport du Conseil national de lutte contre le sida 2023, parce que c'est les chiffres officiels, alors notre lutte est portée à plus de 84% en termes financiers, financés par l'extérieur. Et le pays appuie autour de 15%. Vous voyez, vous conviendrez avec moi que si vous dormez sur le lit d'une autre personne, si la personne se fâchait, voulait prendre son lit, alors là vous allez dormir par terre, mais alors que le Togo ne va pas dormir par terre, la terre va s'ouvrir, nous allons rentrer dans la terre. Et dans ce que Augustin, donc là vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont pratiquement, on va dire, l'extérieur. Le financement, on va dire c'est 80-85% de financement vient de l'extérieur. C'est justement ces 85% qui sont en train d'être imputés comme ça. Ah oui, mais bon, heureusement que ce n'est pas les 85%. Alors, Fonds mondial, dans les 85% là, si je ne dis pas de bêtises, soutient à plus de 60 à 70%. Mais là, c'est encore énorme. Oui, oui, le Fonds mondial. On n'est pas sorti de l'auberge. PEPFAR également apporte autour de 20 à 30% par rapport à cela. Et l'État, avec tout ce qu'il met, également, parce que l'État aussi fait des efforts, parce qu'il faut aussi l'apprécier, il faut le féliciter, et il peut faire mieux. Ne serait-ce que l'année passée, je pense que l'État a également augmenté, nous le remercions, au passage, augmenter aussi son enveloppe pour l'achat des ARV et les autres intrants par rapport à cela. Alors, dans la sous-région, on n'a pas eu véritablement de partenaires, notamment le Burkina, le Bénin, le Ghana, ont eu des financements assez conséquents et d'autres avaient déjà le fonds PEPFAR il y a de cela 10 ans, 12 ans, 15 ans. Il y a 3 ans. C'est 3 ans qu'on a bouclé, c'est la 4e année qu'on a démarré en octobre et qu'on suspendait en fin janvier. D'où ce que Simplice disait, la lutte au niveau du Togo est tributaire de contribution d'abord de l'État togolais et la forte contribution de l'extérieur, y compris l'apport depuis 3 ans et demi de PEPFAR. Ce n'est pas aussi PEPFAR parce que PEPFAR,
c'est aussi un financement assez conséquent. Nous, on a eu d'abord la première année un financement que nous appelons Game Change. C'est un financement qui est un peu la lutte au Togo pour pouvoir atteindre les différents indicateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur les 3,95. Ça voudra dire que premier 95% des personnes séropositives doivent pouvoir connaître leur statut VIH positif. Oui. Et les 95% là, qui devient 100%, 95% de ces 100% qui connaissent leur statut doivent être mis sous traitement antirétroviral. Voilà. Alors 95% des 100% qui sont mis sous traitement doivent pouvoir supprimer leur charge virale. Et tous les pays travaillaient vers cela à l'horizon 2030. Alors le Togo est sur une bonne dynamique malgré le fait que nous n'avons pas beaucoup de financement, travaille pour pouvoir faire. Alors PEPFAR, vu que ce que le Togo est en train de faire, un coup de pouce peut l'aider à arriver à cet objectif de 2030, les 3,95. Voilà. Alors, maintenant, c'est cette aventure-là que nous avons démarré. Comme c'est sur cette question spécifique, je vais m'en arrêter là. S'il y a des questions, parce qu'il y en a, et nous allons essayer de les répondre. Merci. Dieu qui a des questions, Dieu qui a des réponses aussi. Peut-être, je voudrais juste ajouter quand même, pour ne pas vexer les d'autres partenaires. Oui. Bien sûr, nous avons cité les gros partenaires qui interviennent dans la lutte, mais à côté aussi, il y a d'autres bailleurs qui interviennent. Financements qui nous viennent de gauche à droite, par l'UNICEF, etc. Qui aussi plan Togo, etc. D'autres aussi qui... Il y a d'autres organisations, comme vous le dites, mais les plus importants et ceux qui ont consacré, ceux qui ont consacré de véritables programmes, on va dire des programmes plus ou moins durables pour soutenir la lutte, ce sont ces deux-là. Et qu'on en arrive, comme disait Augustin Docla, on a commencé l'aventure à peine et puis bon, mais voilà, on nous coupe, on va dire, le jus à la gorge. Donc on se demande à quelle sauce on va être mangé, si je puis m'exprimer ainsi, je me prête le mot, d'accord, c'est un peu terre à terre, mais bon. Alors, les avantages, on a vu tout ce que cela représentait pour notre pays, pour les PVVIH et les personnes vulnérables, que de pouvoir bénéficier de ces aides-là. C'est vrai, le gap est encore important. Quand on voit un peu, si aujourd'hui le Togo devait encore engager des fonds, ça veut dire que c'est une grande bataille qui nous attend. Et surtout qu'on ne s'y attendait pas. Même si on s'attendait qu'un jour ça va arriver, mais pas de sitôt. Puisque c'est brutal, quoi, si on peut le dire. Mais Trump l'a déjà dit, il avait déjà essayé une fois. Donc, soupçonnant son retour, je ne suis pas quand même sûr que l'on n'ait pas pris des dispositions. Je sais que le gouvernement togolais travaille le plus souvent à anticiper les crises. Espérons que dans les prochaines semaines, les prochains mois, on puisse annoncer qu'il y a de nouveaux programmes complémentaires et qu'il y a, disons, on va dire, un dispositif de mobilisation de ressources, sinon d'affectation de nouvelles ressources à cette lutte-là. Oui, Augustin Docla. Oui, comme vous le dites également, je pense que par rapport à ce projet PEPFAR qui soutient aussi le pays, nous intervenons, ou bien PEPFAR intervient également dans les 4 régions méridionales du pays, notamment Grand Lomé, Maritime, Plateau et Central. C'est aussi les régions à forte prévalence par rapport à l'infection à VIH-Sida. Et dans cette dynamique, PEPFAR soutient plus de une trentaine de structures associatives pour offrir les différents services différenciés à toute la population, y compris les populations où l'impact du VIH est un peu plus important. Mais également ce projet de PEPFAR également soutient, ou bien de USAID, soutient énormément notre laboratoire, également pour pouvoir renforcer tout le dispositif de laboratoire en termes d'offres de services de qualité et de performance au niveau de ces différents laboratoires. Je pense aussi que PEPFAR soutient énormément ça, et PEPFAR également soutient tout ce qui est chaîne d'approvisionnement des produits médicaux, notamment pour les PVVH
et tous les services de qualité autour de cela et également tout ce que PEPFAR fait. Je pense que c'est extrêmement important et ces différents appuis que le pays apprécie énormément. Je pense que c'est factuel, c'est sur le terrain. Lorsque vous descendez sur le terrain, vous allez voir l'effet visible de tout ça là. Et c'est ça qui nous permet aujourd'hui, par exemple pour les 395, nous avons 100% des personnes qui sont dépistés et qui sont sous traitement antirétroviral. Tous ceux qu'on a détectés séropositifs sont traitement. immédiatement mis sous traitement pour optimiser, on va dire, donc la récupération de l'immunité plus ou moins et pérenniser les soins. Ce que vous dites, c'est très important parce qu'il ne suffit pas de soigner. On a des laboratoires, on mesure les charges virales, on essaie de voir aussi en même temps la pharmacovigilance par rapport justement aux effets des ARV qui permet, voilà, un programme qui est là, en fait, qui travaille à la fois à prendre en charge, mais qui soutient plus ou moins une idée de recherche derrière, qu'on va couper comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un problème en termes de disponibilité. C'est ça l'effet immédiat ressenti, c'est que il y a des acteurs que nous utilisons qui rentrent dans la communauté et qui vont amener les ARV aux personnes vivantes qui en ont besoin. Voilà. Et mais du coup, c'est arrêter ces activités. Oui, parce que c'est vrai que pour les raisons de confidentialité aussi, pour éviter la stigmatisation, les PVVH ne viennent pas elles-mêmes directement. Il y a certains qui viennent pour prendre, mais pour leur faciliter la tâche, pour le suivi, pour les aider à mieux vivre. Le pays a mis en place un dispositif qui est la gestion des médiateurs, la gestion des pères éducateurs. Donc, ces acteurs communautaires, c'est eux qui sont souvent en contact avec nos bénéficiaires. Et voilà qu'on n'a plus les moyens de ces pouvoir... Ces personnes n'ont même pas les moyens de se déplacer, puisque c'est combien même on leur donne. C'est un travail, il faut dire, bénévole que nous faisons, nous, acteurs de la société civile. Parce qu'étant de la communauté, on se dit que c'est notre aide aussi à apporter pour accompagner. Sûr, et nous l'acceptons. Puisque la maladie reste de toute façon, quoi qu'on dise, stigmatisante et que les gens n'osent pas à se déclarer, d'accord. Et donc, il faut pouvoir au moins les aider. Voilà. Donc, les gens là font le déplacement chaque jour. Donc, c'est évident, c'est appris. Donc, ça veut dire que le peu de moyens, c'est-à-dire que Maudit qui avait déjà pour les accompagner, voilà, ces moyens-là. C'est coupé. Voilà. Donc, si c'est coupé, maintenant les activités se résument seulement au niveau des centres de prise, des centres de prise en charge également et au siège des associations. Tout à fait. Et même au siège des associations maintenant, est-ce que nous pensons qu'on peut supporter? Parce que là, le personnel étant très limité déjà. Maintenant, si même des gens viennent en masse, qu'est-ce qui risque de se passer? On va leur perdre tout le temps. Tout à fait. Donc, automatiquement, il y a une perte de temps. Alors, justement, cette perte de temps, ce qui fait que le plus souvent, on enregistre des perdus de vue parce que c'est pas toujours facile de venir attendre déjà avec sa situation au risque de se faire voir par tout le monde. Et parfois aussi, au niveau psychologique, c'est toujours pesant pour une personne vivant avec le VIH de venir s'arrêter, vous le dites. Donc, en fait, c'est un déséquilibre total qui est en train de s'installer. Oui, Augustin. Donc, il y a ce service-là qui est arrêté. Qui est en train d'être suspendu totalement. Donc, les patients vont se déplacer eux-mêmes maintenant pour pouvoir aller bénéficier de leur paquet minimum de services qu'on leur offrait. Donc, de plus, au niveau... Parce qu'ils ont besoin aussi d'être suivis médicalement. Donc, il y a les chats, comme Augustin venait de le dire tout à l'heure, les laboratoires sont là. Il faut des gens pour faire des prélèvements, pour qu'on, vous voyez, il a parlé des intrants. Si aujourd'hui les intrants ne sont plus disponibles, ça veut dire qu'on ne peut plus... Au niveau de ces laboratoires. Voilà, on ne peut plus faire les tests. Qui va faire ces analyses maintenant? Il faut que les laboratoires sont là, pour les gens, pour convoyer les prélèvements jusqu'au laboratoire pour le faire. Donc on a une chaîne, toute une chaîne donc qui est en train d'être balayée comme ça, Augustin. Pas totalement. Alors, et le Game Change, c'est un fonds qui est venu s'asseoir sur l'assiette qui est déjà là,
qui est la forte contribution du Global Fund de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, et le fonds de l'État togolais. Alors, Game Change vient aider, soutenir ces deux gros financements pour pouvoir rapidement arriver à l'objectif de 2030. Alors, l'assiette est là toujours, jusqu'à preuve du contraire, parce que le risque, les États-Unis, c'est le premier contributeur du Fonds mondial. Et nous devons faire une reconstitution de ce fonds-là sous peu, d'ici mai. Et d'après les dernières nouvelles, je pense que ça va se dire bientôt. Alors, ce que vous dites concrètement, c'est que c'est vrai que le fonds qui était voté, c'était pour une période donnée. Et donc, la suspension, on ne veut pas dire que tout ce qui est là, c'est gelé automatiquement. Oui, c'est gelé automatiquement pour tout ce qui est PEPFAR. Voilà. Ça, personne ne touche un seul rond. Alors, on rend les fonds ou les fonds sont là en boucle? Pour le moment, vous bouclez, vous ne touchez pas. Nous avons vu le président de notre part signer le 24 janvier. Et dès le 25 déjà, notre partenaire qui est FHI 360, qui met en place Aid in West Africa, mettre fin à l'épidémie au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et nous a envoyé un courrier dans la foulée le 28, je pense, de suspendre toutes les activités jusqu'à preuve du contraire. Ça voudrait dire que les négociations vont se poursuivre en coulisses, peut-être pour demander aux États-Unis de au moins laisser utiliser les fonds qui étaient là déjà, avant de voir si Trump, sachant qu'il parle dans 4 ans, ce n'est pas aussi pour pouvoir utiliser. Alors, je pense que ça pose plus de problèmes que ça. Alors, l'assiette est là et toutes les activités ne sont pas suspendues. Heureusement pour nous. Mais la difficulté, PEPFAR vient soutenir les structures qui ont des grosses files actives. C'est ça le défi principal de nous, de notre pays, ou des 4 régions méridionales du pays, notamment Grand Lomé, etc., comme je l'avais dit, jusqu'à Sokodé. Et lorsqu'on a cette opportunité de PEPFAR à travers USAID, la plupart des activités, certaines activités, nous les avons balancées dans d'autres régions où d'autres ressources humaines ont été réaffectées sur d'autres sites pour pouvoir soutenir aussi. Alors, il y a toutes ces difficultés-là et l'assiette est là. Heureusement que nous avons aussi des médicaments suffisamment pour le moment. Il y a du stock. Suffisant pour le laboratoire et pour les médicaments ARV. PEPFAR également soutient une file active de plus de environ 50% pour les grosses files actives dans les 4 régions, 50 ou 54, et qui soutient dans ces différentes régions-là. Alors, les activités, surtout au niveau associatif, ont été gelées dès le lendemain de cette prise de décision. Mais il y a aussi une initiative à féliciter. Alors, la plupart des organisations qui interviennent, au moins plus de 50% ont demandé au personnel, c'est comme la crise covidienne, ont demandé la plupart du personnel de pouvoir continuer par venir bénévolement. Et plus de 50%, voire 60% de ceux qui interviennent dans nos structures ont accepté consacrer 1 ou 2 jours, voire 3 jours par semaine pour continuer par offrir le service. Et je pense que c'est salutaire. Et je passe par ce canal-là à les saluer, à les féliciter, à les remercier. C'est très important. D'autres structures n'ont pas su parler à ce personnel parce que c'est arrêté. Malheureusement aussi pour nous, c'était la fin du mois du projet PEPFAR. Et c'est le 25 et le 24, ça a atterri. Bon, les gens ont eu leur salaire. Bon, pour 3 mois, c'est pour 3 mois. Et il faut attendre pour voir. Mais d'autres structures ont su parler aux gens et ceux qui ont cette fibre associative activiste continuent communication et qui ont permis de continuer pour le moment offrir. Et je pense aussi qu'on va en revenir. Et on est en train de réfléchir comment est-ce que nous allons faire pour pouvoir mitiger l'impact de cette décision sur notre lutte, et c'est ensemble qu'il faut y réfléchir. Je voudrais juste ajouter par rapport à ce que Augustin venait de dire, qu'effectivement,
nous, acteurs de la société civile, sous l'impulsion de la plateforme, au lendemain de cette décision, nous sommes dit qu'on ne peut pas rester là-bas, bras croisés. Il faut faire quelque chose. Rapidement, nous nous sommes invités et à une séance où tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités de PFA essentiellement étaient réunis. Et on a réfléchi par rapport à cette suspension et on a essayé d'établir, de recenser un peu les effets sur le plan programmatique et sur le plan financier aussi. Et ceci, donc nous l'avons anticipé et nous avons aussi connu une activité de soutien de l'ONU-SIDA qui nous a aussi invités à une réunion pour nous demander de faire le même exercice. Donc là, nous avons maintenant aujourd'hui disponible les gaps sur le plan programmatique et sur le plan financier, ce que ça peut coûter si ça perdure pour 3 mois. De quoi on a besoin pour le faire. Et si ça va aller jusqu'à la fin de l'année, donc on a besoin de combien pour le faire au niveau de toutes ces structures-là. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes dit quand même, on ne va pas quand même dire s'il n'y a pas ce financement et fermer nos structures. Le service minimum. On ne met pas les clés sous les paillassons, juste parce que, bon, ben, de toute façon, ce n'est qu'une suspension. Nous avons, oui, bien sûr, nous avons fait en sorte qu'il y ait un service minimum qui soit en place. Nous avons tenu à ce que les bénéficiaires soient informés des nouvelles dispositions pour qu'ils ne s'attendent pas, qu'ils soient pour que tout le monde soit préparé psychologiquement à accepter les nouveaux changements qui vont... on vienne à eux pour les servir. Et nous avons mis aussi également l'accent sur les appels téléphoniques que nous devons faire aussi pour faire en sorte que, vous voyez, les gens soient observants sur tout ça. Parce que le risque que nous avons là, c'est énorme. C'est énorme. Augustin a donné tout à l'heure les chiffres, c'est bien. On est félicité, le Togo est félicité par rapport les performances du Togo, c'est vrai que ce n'est plus c'est vrai à démontrer. On est félicité, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque de revenir tout cet effort qu'on a fait risque d'être annulé. Risque d'annuler, c'est ça le risque. Et c'est ça qui est l'inquiétude. Il y a beaucoup de personnes qui sont à des charges indétectables aujourd'hui. Mais si on ne sait pas faire, c'est que tout ça, là, ça va revenir. Et nous allons continuer à enregistrer des nouvelles. Parce que ce que vous dites, c'est vrai, on a une charge virale indétectable. C'est-à-dire que quand on fait le test aujourd'hui, c'est vrai, on va dire, on ne voit pas de virus, mais cela ne veut pas dire que on est guéri du VIH-Sida. Et la seule façon de pouvoir faire perdurer cette situation, c'est de continuer à prendre les médicaments. Et donc, si on arrête de prendre les médicaments, ça veut dire qu'on risque de se retrouver encore avec une charge virale détectable. Et on devient contaminant. Voilà. Et ça veut dire d'ailleurs même que ce déséquilibre-là, c'est ça justement qui crée le problème de résistance. D'ailleurs, plus loin, comme vous le dites. Et ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle brèche pour d'autres problèmes. D'autres formes de virus vont arriver. Donc ça complique quelque part la lutte. Oui, Augustin. Oui, malheureusement, c'est la situation. Je pense aussi que nous avons suffisamment pleuré de cette situation. On devient de plus en plus résilient par rapport à cet état de choses. C'était 3 mois. Il y a quand même des discussions. Il y a quand même certaines brèches qui commencent par s'ouvrir par rapport... C'est-à-dire que des réflexions sont en cours pour pouvoir envisager des approches pour pouvoir justement contourner cette difficulté. Au niveau national, au niveau régional et puis au niveau international, nous sommes dans des forats de discussion, de lobbying, de plaidoyer également. Et d'activistes également, parce que nous sommes là, nous existons. Aussi, nous, on essaie... Parce qu'il faut donner de la voix. Oui, bien sûr. On essaie de faire feu de tout bois pour pouvoir faire avancer, nous faire entendre et puis reconnaître aussi que c'est sur les humains que nous travaillons et qu'il faut quand même travailler. Et nous pensons aussi que, comme le président Simplice l'a dit, au niveau de la plateforme, il y a eu cette... concertation, ces genres d'initiatives, mais il faut aussi remercier l'ONU-SIDA au passage par rapport à l'initiative qu'elle a eu à prendre en nous invitant pour pouvoir réfléchir ensemble, sur la situation. Même s'ils n'ont rien à nous donner aujourd'hui,
Et lorsque vous avez un problème, quelqu'un vous invite et qui vous écoute, c'est déjà bon, c'est déjà un soutien et qu'ensemble, parce que c'est aussi des gens qui ont de larges oreilles, comme on le dit chez moi, qui peuvent aussi aider, plaider aussi pour cette cause aussi. C'est toujours bon de discuter avec vous et d'avoir des éléments, on va dire, beaucoup plus plausibles et palpables pour pouvoir parler, justement, discuter. Parce que vous avez évoqué des chiffres. C'est le lieu de dire merci aussi au CNLS, au PNLS. Parce que non, je voudrais dire que nous aussi, ils nous ont reçus. Oui. Parce qu'on a demandé à les rencontrer, ils nous ont reçus, ils ont reçu une délégation. Tout à fait. Et on a échangé avec eux, et ils nous ont fait part aussi de tout ce qu'ils entretiennent, les démarches aussi qu'ils entretiennent. Mais pour nous, ce n'est pas fini, hein, bien sûr. parce que nous nous organisons à aller plus haut et pour faire notre plaidoyer de façon qu'on puisse trouver... De toute façon, les premières rencontres, les premiers contacts qui ont eu lieu permettaient justement de se parler, de dire tout n'est pas fini, il y a quand même moyen de pouvoir réfléchir et de trouver des solutions. C'est cela d'ailleurs qui vous a permis de bien parler justement, certains à leur personnel et d'autres donc au PVI, VIH directement, pour leur expliquer qu'il y a certains bouleversements, mais cela ne signifie pas que c'est la fin du monde, c'est de réfléchir. Alors c'est vrai, nous sommes en train, le temps ne suffira jamais pour parler de ce sujet, on aura d'autres occasions de venir. On va voir si les acteurs étatiques aussi acceptent de nous rejoindre pour parler un peu de la réflexion qui est en cours. On va essayer de faire l'effort de voir si on aura le CNLS, le PNLS et d'autres acteurs, les organismes qui opèrent. Vous avez cité l'ONU-SIDA, on a FHI de l'autre côté, on a également aussi l'OMS d'ailleurs qui est là, et puis on va tous parler ces partenaires du système étaient là. Mais maintenant, c'est vrai, on était en train d'aborder plus ou moins les réflexions qui sont en cours pour justement envisager des approches. C'est d'ailleurs le thème sur lequel nous sommes en train de discuter. Alors Augustin, aujourd'hui concrètement, quand vous avez rencontré le CNLS, quelles sont les idées qui sont sur la place? Quelles sont les options dont on dispose aujourd'hui, en dehors de ce que vous avez fait au niveau des plateformes? Ok, le Togo, c'est un pays lourd à piloter. Pas du tout facile, et puis les décisions... C'est quel Boeing finalement? Oui, je ne sais pas. C'est un géant de la mer, en fait. Et des discussions sont là, et je pense aussi que, au vu de nos discussions, que ce soit au niveau du CNL, du PNL, du ministère de la Santé, il y a quand même de fortes réflexions autour de cette problématique, de cet enjeu. D'abord, faire l'état des lieux de quel est le manque à gagner par rapport à ça. Nous savons un peu combien PEPFAR injecte aussi dans la lutte contre le VIH-Sida au Togo. C'est entre 10 à 13 millions de dollars. Également qu'il injecte chaque année par rapport à la lutte, et le pays est en train de réfléchir là-dessus. Il y a quand même des réflexions autour de ces sujets à un très haut niveau également, parce que lorsque le CNL initie ces genres d'initiatives, je pense aussi que c'est pour trouver des solutions et voir quelles sont les solutions les plus à même rapidement mobilisables, les fonds rapidement mobilisables, parce que malheureusement pour nous, on avait voté le budget depuis décembre 23, pardon. Oui, 24 avant que cela n'intervienne en janvier 2025 et autres, là, ça va être difficile pour le gouvernement. Je pense que les différentes autorités en charge de la riposte au Togo et de la santé sont à pied d'œuvre, qui continuent par réfléchir, travailler, bien sûr avec d'autres partenaires également. Quels sont les potentiels partenaires qui peuvent aussi combler le gap aujourd'hui? Je pense qu'il y a toutes ces réflexions pour cela. Alors que les réflexions doivent aller au-delà de tout ce qui est structurel en termes d'appui, de médicaments et autres, mais au niveau des organisations de la société civile et qui quand même portent la lutte aussi à plus de 30% en termes de prise en charge. Je pense que c'est extrêmement important, une fois que ces réflexions soient menées, et qu'il y a quand même un clin d'œil qui est fait aux organisations de la société civile pour continuer par offrir les différents services, parce que nous offrons aussi des soins de qualité et nous pensons que nous sommes en même temps à pouvoir être accompagnés
et également à continuer par impacter positivement la réponse contre le VIH-Sida. Alors, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que toutes les actions, les approches qui vont être envisagées puissent prendre en compte toutes les parties prenantes, de façon à ce qu'on puisse avoir des approches plus ou moins holistiques et que surtout inclusives, parce que c'est ça aussi. En dehors des acteurs étatiques, il y a vous, donc on a dit les organisations de la société civile qui apportaient beaucoup, non seulement en termes d'accompagnement, mais aussi en termes de soins, pour que personne ne soit laissé pour compte. Voilà. Oui. Effectivement, comme Augustin le dit, oui. Au niveau, nous avons fait nos analyses au niveau sectoriel. Tout à fait. Ça se limitait au niveau secteur associatif. Mais quand on a approché le CNLS, le PNLS, eux, ils le font sur le plan macroscopique. Tout à fait. Donc sur le plan national. Donc c'est ça qui est aussi à saluer, parce que nous, on ne peut pas, à notre niveau, faire cette évaluation de gap au niveau national. On n'a pas tous les éléments. Vous n'avez pas tous les outils, alors que l'État dispose plus de moyens. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais ajouter, que notre analyse, c'est juste sur le plan sectoriel. Tout à fait. Donc, quand on a approché le CNRS, c'est là on a compris qu'eux, ils le font beaucoup plus, à un niveau plus macroscopique. Voilà, élargi et qui prend en compte d'autres aspects qui échappent justement et à votre champ. Les réflexions sont en cours pour voir comment faire, quelles sont les mesures palliatives que nous pouvons utiliser en attendant, que ce soit au niveau associé, au niveau du CNLS par le PNLS. Donc, quand même, des dispositions sont en train d'être prises. C'est ça qui fait que nous continuons à offrir le service. Jusque-là, sur le plan national, le service n'est pas encore... C'est-à-dire que vous vous dites, comme on a dit, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'un temps de réflexion qu'on se donne. Il faut continuer les activités pour maintenir en réalité, on va dire, l'élan sur lequel on est vers... les objectifs, les 3,95 pour 2030, parce que l'échéance c'est demain, et vu les performances que le Togo a enregistrées, si on laisse justement la situation se déséquilibrer, ce serait regrettable, on va encore reprendre. Aujourd'hui, quels sont les messages qu'on peut délivrer? Nous sommes là, c'est vrai, vous l'avez dit, il y a espoir, tout n'est pas perdu, il y a de l'espoir, on est en train de réfléchir. Alors, je commence par vous, Simplice Anator. Quels sont les messages qui sont aujourd'hui sur la table? Le message que nous pouvons délivrer aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Comptons sur nous-mêmes. D'accord? C'est vrai que nous dépendons énormément de l'extérieur, mais nous devons retenir déjà par-dessus que nous devons multiplier nos réflexions puisque nous puissions prendre en main notre propre destin. Donc ça, c'est le premier message que je retiens de ça. Nous pouvons demander aux personnes vivant avec le VIH de ne pas perdre espoir. Ça, ce n'est pas encore la fin du monde. C'est une mesure qui est arrivée, heureusement, j'ose croire que d'ici les 3 mois-là, il y aura une solution qui va arriver. Je ne continue pas à espérer. Moi, je ne perds pas encore espoir. Mais déjà, nous encourageons les acteurs de la société civile à multiplier les efforts. C'est dur, c'est vraiment dur. Mais continuons à multiplier nos efforts comme on le fait habituellement. Ok? Donc là aussi, je ne désespère pas. Mais il y a quand même certaines structures où, qu'on le veut ou pas, c'est là où on a lancé un cri de cœur encore au CNRP la dernière fois, qu'on ne le veut pas. Par exemple, il y a certains centres qui ne peuvent plus continuer à payer le loyer. Donc, on risque d'être allé à la fermeture. Voilà. Ce serait dommage. Donc, les gens risquent d'être mis à la rue. Et il faut donc déjà commencer par réfléchir à comment les aider, à ces gens-là, leur apporter une aide immédiate, c'est ce que vous dites, pour pouvoir maintenir le service minimum, comme vous le disiez, en attendant d'arriver justement au bout de la réflexion et des décisions qui vont être prises. C'est là où nos plaidoyers vers les sommités, vers les premiers responsables du pays vont aller, pour voir dans la mesure possible si on peut aller à une mobilisation de fonds domestiques, des mesures de fonds d'urgence pour sauver la lutte. Donc c'est nos réflexions pour le moment.
Merci Simplice Anator. Vous êtes le président national de la plateforme des organisations en lutte contre le VIH-Sida, la promotion de la santé et la protection des droits humains. Merci d'être passé. Votre message est enregistré et je suis sûr qu'il ne va pas tomber dans les oreilles d'un sourd. On va finir avec vous, Augustin Docla. Okay. Merci, Monsieur Kenanou, pour cette opportunité que vous nous donnez également. D'abord, encourager mes pères vivant avec le VIH-Sida parce que c'est très important, parce que beaucoup m'ont appelé qu'allons-nous devenir. Et j'essaie un tant soit peu de les rassurer par rapport à cela. L'offre de services en termes de traitement et autres vont se poursuivre, ça n'est pas suspendu et le pays trouvera le moyen de pouvoir nous accompagner. Le pays ne peut pas nous abandonner en si bon chemin et il y a de l'espoir. Mais également le Conseil national de lutte contre le sida, d'abord le président de la République, qui est le premier président du Conseil national de lutte contre le sida, qui incarne toutes les directives de lutte contre le VIH-Sida dans notre pays. Je pense que en tant que fils, personne directement touchée également, aussi l'interpeller ou humblement l'interpeller pour pouvoir apporter un peu plus par rapport à cette lutte, qu'on puisse aussi financer un peu plus la lutte contre le VIH-Sida. L'impact de ces subventions également, c'est un mauvais vent. Ce n'est pas venu pour nous noyer, mais c'est aussi pour nous rappeler que nous devons avoir un système assez résilient pour pouvoir continuer par offrir le soin de qualité dans lequel il s'est déjà engagé à pouvoir offrir l'accès universel aux soins à tous les Togolais. Et je pense que c'est dans ce processus que nous sommes et que des fonds d'urgence doivent pouvoir être trouvés et pouvoir soutenir immédiatement un certain nombre d'organisations. Sinon, ça va être très compliqué d'atteindre les objectifs. Et aussi réfléchir comment est-ce que le pays doit trouver un moyen pour diminuer l'hyperdépendance de l'extérieur. Je disais 84% par rapport à 15% des fonds domestiques. Aujourd'hui, ça accentue beaucoup plus la mobilisation de ressources locales. Voilà. Et continuer pas à grignoter le terrain sur l'hyperdépendance de l'extérieur. Et j'ai foi, je crois en lui. Et je pense que avec à la commande du professeur Pitié qui fait feu de tout bois également pour trouver des solutions à cela. Je fais un coucou également à cette dame formidable, la première ministre aussi, pour voir, et professeur Tien également qui est là-bas, vont quand même envoyer des signaux positifs au chef de l'État pour qu'on puisse aller de l'avant. Merci. Vous n'avez pas oublié le professeur Dagnan. Non, vous m'avez laissé le soin de le citer. Vous m'avez laissé le soin de le citer. Donc vous n'avez pas oublié le professeur Dagnan. Merci beaucoup, Augustin Docla, d'être passé. J'ai dit, vous n'êtes plus à présenter. On connaît ce visage-là qui incarne le visage de la lutte contre le VIH et SIDA au Togo. Le visage symbole des PVVIH. Merci d'être passé. Merci. Les messages sont entendus. Nous allons donc souhaiter que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que l'on puisse se retrouver pour dire, voilà donc les approches qui sont mises sur la table et que, heureusement, les performances doivent et pourront être soutenues. On se dit, bon, très prochainement, pour en parler à nouveau, parce que nous reviendrons sur ce plateau des grands enjeux, les grands enjeux, pour en parler. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité et de votre loyauté également. Vous nous accompagnez. Restez toujours fidèles, gardez l'œil rivé sur notre écran. À très bientôt.